cette table ronde, dont une, Marianne Monchamp, qui a un train qui refuse d'avancer à un rythme normal. Donc elle est en route, on l'attend. Mais si mes deux autres intervenants veulent bien me rejoindre, à savoir Patrick Doutrelingne, président de l'Union des associations de solidarité, et Jacques Toubon, défenseur des droits, ben oui, bien sûr, allez-y. S'ils veulent bien me rejoindre. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Ah, comme vous voulez. Ça, c'est là où ça vous fait plaisir. Selon vous voulez être sur ma droite ou sur la droite des téléspectateurs, des auditeurs. Pas de souci. Merci en tout cas. Et donc, Madame Monchamp devrait être là dans une vingtaine de minutes. On va commencer avec vous, messieurs. Notre objectif est de partager avec vous votre regard sur la politique du handicap qui est menée aujourd'hui, de partager aussi votre regard sur la défense et la promotion des droits et le rôle de la société civile, le rôle que peut avoir, que doit avoir la société civile sur ces sujets-là. On va commencer avec vous, si vous voulez bien, Monsieur Doutrelingne. Il y a un dernier sujet en date qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps et qui concerne les personnes handicapées au premier chef, c'est l'article 18. Logement. Et le fameux article 18 de la loi Elan. Et je crois avoir compris, puisqu'on s'est parlé en amont, bien sûr, pour préparer cet échange, que vous êtes un peu en colère. Oui, d'abord, je suis très heureux et très fier d'être ici. Et je salue le président Rochon pour son invitation et puis tous les mandatés ici de l'APF. Donc, mais cette joie, elle est mixée par de la colère. De la colère parce que cette loi logement, on a connu des lois qui n'étaient pas très bonnes, on a connu des lois qui n'étaient pas appliquées, on a rarement connu des lois qui sont des signes de régression. Et cet article 18, c'est une régression. C'est une vision de la société uniquement par le prisme économique et non pas par le prisme humain. Que le prisme économique soit pris en compte, c'est normal. Mais si c'est au détriment de l'humain, alors on est dans une drôle de société. Or, moi, quand je vois le secrétaire d'État et qui me dit « Oui, mais monsieur Doutrelingne, j'ai reçu au moins 25 000 contributions, c'est à partir de là qu'on a fait des propositions. » Et je lui ai dit « Mais il y en a qui vous ont vraiment écrit pour réduire à 10%, pour revenir 25 ans en arrière. » Il m'a dit « Oui, il y en a quelques-uns. Moi, je les connais, il y en a 5. Il y a le président de la Fédération du bâtiment, il y a le président des HLM, il y a 2 promoteurs, et puis il y a une famille qui n'a pas réussi à monter son meuble Ikea dans une chambre, donc qui se plaint beaucoup que ce n'était pas possible. » Non, soyons sérieux. On ne peut pas faire une loi avec uniquement les lobbies de la parole économique. Qu'on les écoute, c'est normal, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que, Monsieur Doutrelingne, ce sont des choses que vous avez pu... Il y a des concertations pour préparer les lois. Est-ce que ce sont des choses... Est-ce que les concertations en sont? Alors, je vais vous raconter une anecdote. J'étais avec votre président Alain Rochon dans une réunion, il n'y a pas très longtemps, avec les 10 plus grands présidents et présidentes d'associations. En réalité, les 10 plus grandes associations, parce que les présidents, il y en a des petits et des présidentes aussi, donc soyons sérieux. Non, les 10 plus grandes associations en France, que ce soit sur la politique du handicap, que ce soit sur la politique des personnes âgées, que ce soit sur la lutte contre l'exclusion, que ce soit sur l'enfance, la petite enfance et l'enfance à protéger. Et on a partagé tous, sans une nuance, sans un iota de différence, que ce qui est fait depuis un an, c'est une fausse concertation. C'est juste une consultation. Une concertation, on avance chacun des arguments
Et c'est normal. Et puis, on trouve un compromis. Et c'est toute la force, parfois la faiblesse, mais la difficulté du politique, mais Jacques Toubon en parlerait mieux que moi, de trouver un équilibre. Et là, on commence des concertations. Il y a un des 10 présidents qui s'est exprimé et qui reflète très bien comment ça s'est passé. Alors, vous qui n'avez pas toujours la chance ou l'opportunité d'aller dans ces réunions, rencontrer des ministres ou des cabinets ministériels, je vais vous raconter comment il a réduit ça. Il a dit, voilà, on est convoqué, 10, 15, des fois 20 associations à une réunion ou à Matignon ou dans un ministère, et on a dit, voilà, on veut faire une loi, il y a un problème, il y a ça et ça qui ne marche pas, voilà nos propositions. Donc les propositions sont exposées, et tout le monde réagit pour dire, oui, ça c'est une bonne idée, ça on se questionne beaucoup, et ça c'est une très très mauvaise idée. Donc on échange, des fois 1 heure, des fois 2 heures, des fois 3 heures. Il y a une réunion à Matignon qui a duré plus de 3 heures. Et donc on dit, bon, ok, on vous a bien entendu, on y réfléchit et on se revoit dans 3 semaines, 1 mois. Et effectivement, on se revoit 3 semaines, 1 mois après. Et que croyez-vous qui se passe? Eh bien, on présente le même texte peut-être. Le ministre en exercice, exactement. Il nous ressort en disant, je vous ai entendu, mais je crois que c'est nos propositions qui sont les meilleures. Et on ressort exactement le même texte que 3 semaines auparavant. C'est-à-dire que notre concertation n'a servi strictement à rien. À rien. Il faut faire attention, je le dis au gouvernement, y compris la représentante du gouvernement. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas négliger tout un pan de la société civile que représente le secteur associatif. Ce n'est pas possible. Jacques Toubon, quelle est la position de la France pour ce respect des droits ? On sait que vous êtes très très attentif en tant que défenseur des droits sur la question des droits des personnes handicapées. Vous avez pris beaucoup de mesures. Quelle vous semble être la position de la France pour ce respect des droits? Patrick Outre-Ligne parlait de recul avec la loi Elan. Si je me place un peu dans la longue histoire, depuis les années 70, on a à la fois certainement fait évoluer notre société, a fait évoluer positivement son regard sur la situation du handicap et des personnes en situation de handicap. C'est clair. Et on l'a traduit d'ailleurs par toute une série d'avancées législatives 75, 86, 2005. Mais en même temps, à partir de ce changement positif de regard et du fait qu'aujourd'hui il y a très clairement une unanimité sur l'idée de l'inclusion, on n'a pas suffisamment pris les mesures qui sont nécessaires pour réaliser ce projet de société que beaucoup de gens comprennent aujourd'hui, et ça c'est un grand progrès, parce qu'il y a encore probablement 30 ou 40 ans, l'idée c'était quand même l'idée de la séparation qui était majoritairement acquise. Aujourd'hui c'est l'idée de l'inclusion. Mais ce qui manque en France, et si on le compare notamment par rapport à d'autres pays, c'est clairement un certain nombre de mesures fortes. Et de ce point de vue, nous l'avons dit, nous avons donné 2 avis au Parlement. J'ai rencontré à plusieurs reprises le secrétaire d'État en charge, M. de Normandie, la secrétaire d'État aux personnes handicapées, Sophie Cluzel. Nous avons bien dit que la loi telle qu'elle était discutée et telle qu'elle était votée aujourd'hui représentait une régression par rapport au texte antérieur, depuis 1975, pas depuis 2005, et naturellement une régression par rapport aux droits fondamentaux reconnus dans la loi du 11 février 2005. Et tout simplement, sur un plan juridique, c'est notre boulot. Sur un plan juridique, nous voyons là une remise en cause de droits fondamentaux. Et c'est là-dessus que je pourrais aussi, dans les comparaisons que vous m'avez demandé de faire, m'exprimer juste d'un mot. Nous sommes en charge, depuis 2011, en tant que défenseur des droits, nous sommes le mécanisme de suivi de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, la Convention de 2006, Convention de l'ONU. Et nous ferons,
nous sommes en train de le préparer. C'est une de nos tâches principales d'ailleurs dans les mois qui viennent. Nous sommes en train de préparer pour l'année prochaine un rapport sur la mise en œuvre de la ICDPH. Et naturellement, nous traiterons de sujets comme, on en a probablement parlé, on en a parlé tout à l'heure encore, un certain nombre de droits fondamentaux tels que par exemple le droit de vote, et qui est dans la Convention et qu'on n'a pas encore appliqué. Et puis de questions comme les questions qu'on évoque aujourd'hui. Mais je pense que ce rapport de la situation de la France par rapport à la mise en œuvre de la CDPH, ce travail que nous faisons avec plusieurs grandes associations, avec le secrétariat général du comité interministériel, avec la CNSA, ce travail sera fondamental pour justement répondre à votre question, marquer, je dirais, le retard de la France et donc faire le nécessaire, comme vous l'avez fait dans les binômes là, où chacun a dit la situation et qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cette situation, eh bien de manière très pragmatique, faire des propositions pour combler ce retard qui est aujourd'hui indiscutable. Donc en fait, une des premières choses à faire, pour que ça aille mieux, c'est de montrer que la France est en retard. C'est votre point de vue? Mais je pense qu'il y a une analyse lucide à faire des situations. Et nous, défenseurs des droits, je dois dire qu'à travers les réclamations que nous recevons, quelqu'un l'a dit, je crois, mais le critère du handicap est celui qui est le premier utilisé dans les réclamations que nous avons pour les discriminations. 21% des demandes en matière de discrimination, ce sont des questions de handicap. Une demande sur 5 qui vous est adressée concerne une personne handicapée. Et de manière générale, d'ailleurs, nous traitons le handicap à peu près dans l'ensemble de nos activités. Dans les relations avec les services publics, ce n'est pas des discriminations, mais c'est le mauvais fonctionnement de tel ou tel service départemental, par exemple, ou bien au titre des droits des enfants, l'inclusion scolaire qui a fait beaucoup de progrès depuis 10 ans, il faut le reconnaître, mais qui en même temps souffre encore de beaucoup de difficultés. Combien de gosses, par exemple, ne peuvent pas participer aux activités périscolaires qui vont maintenant se développer. Le ministre de l'Éducation nationale a parlé du mercredi cette semaine, qui vont maintenant se développer et ne peuvent pas y participer, faute d'être accompagnés et faute d'avoir une AVS. Donc, nous traitons ces questions aussi, par exemple, dans la déontologie de la sécurité. Lorsque des policiers ou des gendarmes se comportent pas bien avec une personne qui est handicapée, et ça arrive, et c'est donc une faute par rapport à leur déontologie. Donc, vous voyez, le handicap traverse tout ce que nous faisons. Et c'est clair que, à travers ces milliers et milliers de réclamations, nous mesurons très bien, nous observons en quelque sorte très bien quelle est la situation. Et c'est pour ça que quand je dis un certain nombre de choses, que j'en fais la traduction juridique, c'est simplement fondé sur la réalité. Et lorsque je parle tout à l'heure de retard, dans les mesures qu'il faudrait prendre, je le dis parce que c'est ce que me disent les milliers et les milliers de personnes qui s'adressent à nos délégués, à nos référents handicap ou à nous au siège national. Et au-delà de votre institution, qu'est-ce que vous auriez à préconiser cette fois-ci en tant qu'homme et en tant qu'homme politique, au-delà de votre rôle de défenseur des droits, pour que les choses s'améliorent? Je pense que je viens déjà de dire une chose, c'est la connaissance de la situation. Absolument, c'est la première marche. C'est clair que c'est absolument... L'année dernière, j'ai fait une recommandation à propos des statistiques où j'ai fait la démonstration qu'il n'existe pas de statistiques nationales dans le domaine des personnes en situation de handicap. Voilà, c'est quand même quelque chose qui me paraît extrêmement préoccupant. Pour conduire une politique publique, il faut d'abord savoir de quoi on parle et quelle est la dimension de ce dont on parle. Et puis, deuxièmement, naturellement, il faut que l'on travaille sur l'égalité territoriale. Tout à l'heure, un des binômes en a très bien parlé. Et ça, c'est une vraie préoccupation. La situation des personnes handicapées est trop différente entre les différents départements où elles vivent. C'est la conséquence de ce que... C'est la conséquence, bien entendu. C'est la conséquence inévitable de ce que les politiques de solidarité, aujourd'hui,
que ce soit handicap, protection sociale de l'enfance, personnes âgées, ont été dévolus au département depuis maintenant 30 ans. Donc c'est une chose acquise, il faut la prendre telle qu'elle est. Mais il ne faut pas que cette décentralisation conduise à une inégalité entre les personnes qui vivent sur le territoire de la République. Et là, il y a un travail très important, et je suis content que Marianne vienne, parce que c'est un travail qu'on doit faire aussi avec la CNSA, un travail d'harmonisation pour qu'il y ait davantage d'homogénéité entre les décisions prises par les MDPH. Nous recevrons trop de réclamations où nous voyons des maisons départementales qui, de manière non explicable, par exemple, diminuent le taux d'invalidité ou diminuent les prises en charge horaires. Quelqu'un en a parlé très bien tout à l'heure, avec tout le problème que ça pose pour les parents aidants. Et ça, ce sont des situations réelles où il faut absolument que nous arrivions à élever le niveau général de la réponse de l'organisation du handicap en France telle qu'elle est issue de la loi du 11 février, que nous arrivions à élever ce niveau général partout sur le territoire et qu'il n'y ait pas autant de distorsions qu'il existe aujourd'hui. Ça, c'est un objectif, je crois, très très important. Patrick, et enfin, oui, tout simplement, je le dis pour les personnes en situation de handicap, comme je le dis de manière générale, on ne peut pas limiter l'application des droits fondamentaux au champ des possibles. Vous m'avez interrogé tout à l'heure, vous êtes un politique, alors qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas un politique, je suis le défenseur des droits. Et le défenseur des droits fondamentaux, il dit que les droits fondamentaux, ce n'est pas des droits qui sont dans les nuages, ce n'est pas de l'idéologie, ce n'est pas de la théorie, et qu'ils doivent donc s'incarner dans la réalité, et qu'il ne faut pas sans arrêt leur opposer le principe de réalité, c'est-à-dire de dire « ah ben non, voilà, ça on ne peut pas, il y a ces gosses qui sont, on ne sait pas où ils ne sont pas placés, ils n'ont pas de réponse, ah ben oui mais on ne peut pas ». Eh bien non, quand il y a des droits fondamentaux, nous disons tout simplement, sans polémique, nous ne sommes pas une association, nous ne sommes pas une ONG, nous sommes le défenseur des droits et nous essayons de dire le droit. Eh bien, quand nous disons le droit, nous disons qu'il y a un certain nombre de droits fondamentaux qui sont absolus et universels et pas relatifs. Patrick d'Outre-Ligne, que peut être le rôle de la société civile pour que ces droits, effectivement, comme le dit M. Toubon, soient des droits réels et pas seulement des droits fictifs? Je pense que l'APF, France for Handicap, est un bon exemple pour le secteur associatif. Les associations ont beaucoup évolué depuis 1901 et elles ont joué des rôles vraiment premiers, fantastiques, pendant tout le courant du XXe siècle. Elles ont évolué, elles ont fait leur propre révolution, leur propre résilience. Et elles ont encore quelques efforts à faire en termes de démocratie, elles ont des efforts à faire en termes de participation des personnes elles-mêmes au choix de leur avenir, à la gouvernance. Donc là, on peut prendre exemple sur l'APF, les autres associations des autres secteurs. Mais il y a surtout le fait que la vision de la co-construction qui nous a été entre guillemets balancé depuis 20 ans en disant on va faire de la co-construction. Mais pour faire de la co-construction, il faut être deux. Il faut minimum. Il faut au moins avoir une écoute, un partage et bâtir quelque chose ensemble. Aujourd'hui, on ne le fait pas. C'est-à-dire que la vision économique, alors je suis désolé parce que je ne suis pas un économiste et je ne voudrais pas donner une leçon au gouvernement sur l'économie, mais quand vous faites de l'économie, le peu que j'en ai fait, la première chose qu'on vous apprend, c'est de différencier l'investissement et la dépense. Et je pense que ce qui concerne l'enfance, ce qui concerne le handicap, c'est un investissement pour la France. C'est un investissement dans la société, c'est un investissement pour l'avenir. Et ce n'est pas une dépense
qui seraient contraintes, difficiles, non réalistes, etc. Et tant qu'on ne met pas ça en avant, effectivement, on se bagarre sur des droits, qu'on soit médiateur comme M. Toubon, alors avec un ton ferme mais poli. Eh bien, nous, on a le droit d'être en colère et impoli par moments si vraiment on n'est pas entendu. Oui, allez-y, allez-y. De manière, cher Patrick, de manière, je le dis poliment, mais je le dis quand même de manière très ferme. C'est clair que l'égalité des droits, ça permet d'intégrer et de rassembler. Tout ce qui intègre est bon pour une société. Tout ce qui sépare, qui divise, qui traite de manière inégale est un dissolvant pour toute société, et en particulier pour une société qui est une république. Donc, le travail qu'il faut essayer de faire, c'est ce travail d'inclusion, d'intégration. Et il s'applique naturellement particulièrement à des personnes qui, comme les personnes en situation de handicap, peuvent subir un certain nombre de différences ou d'empêchements. Mais ça s'applique de manière générale. Et c'est pour ça que le combat que, en droit, nous essayons de mener, c'est véritablement un combat pour que nos sociétés soient des sociétés où il n'y ait pas de droit ou de fait des situations de relégation. Et je pense que là-dessus, tout le monde peut être d'accord. C'est comme ça que ça peut fonctionner. Et donc, ce que disait M. Doutre-Ligne est tout à fait évident. Il faut que les associations, les individus, les ONG, l'ONU, l'Europe, le Conseil de l'Europe, avec lequel nous travaillons beaucoup, le Comité des droits sociaux, que tous nous essayons de faire en sorte que l'objectif soit pour tout le monde l'intégration, l'inclusion, et il y a un levier pour ça, c'est l'égalité. Deux personnes différentes qui sont égales en droit, par définition, elles vont se retrouver intégrées dans la même position. Monsieur Doutre-Ligne, oui, un petit mot pour compléter sur ce que vous avez envie de dire. Et par ailleurs, moi j'ai envie, comme ça vous allez répondre aux deux questions d'un coup. D'accord. J'ai envie de vous demander, on utilise beaucoup en ce moment le mot de société inclusive, y compris dans les politiques gouvernementales. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit autre chose que de la communication, mais que ça devienne vraiment une réalité ? Oui, effectivement, c'est le lien avec l'intervention que je voulais faire, parce que... Vous avez vu, quelle transition habile. Absolument. On ne peut pas se contenter du discours, mais Jacques Toubon le disait aussi, c'est un combat. On ne le donnera pas. Il faudra qu'on aille le chercher. La société inclusive, au bout d'un moment, le terme mérite, parce que, évidemment, tout le monde est d'accord. Sauf que ça ne suffit pas de le dire, ça ne suffit pas de le proclamer. Il faut le faire. Il faut changer, il faut évoluer, il faut investir, il faut reconnaître. Avec Jacques Toubon, on a un autre combat qui est sur les migrants, qui nous a rejoints parce qu'on a beaucoup été aidés et soutenus par l'intervention du médiateur sur la problématique des migrants, quand à un moment donné, on ne reconnaît pas à quelqu'un la force d'être un être humain, la reconnaissance de l'être humain. On ne va pas quand même être aussi con qu'aux États-Unis que ce président qui sépare les gosses de leurs parents. Donc, si on veut sortir des discours, il va falloir se battre, il va falloir combattre. Rien ne nous sera donné, rien ne sera acquis, même quand c'est acquis. Je vous rappelle, les logements adaptés, c'est remis en cause 20-25 ans plus tard pour vraiment revenir en arrière. Donc, il faut se mobiliser et la force qu'on est en train de découvrir. Et c'est peut-être aussi, ça va être l'effet boomerang de la non-concertation, c'est que quand toutes les associations vous disent il n'y a pas de concertation, c'est toujours
le ministre ou l'administration qui décide et nous, on est juste là pour approuver, eh bien, je le redis, ça ne durera pas longtemps. À un moment donné, les associations diront « stop ». Merci beaucoup, messieurs. Merci. Et ce sont des choses, Sophie, si je peux me permettre, ce sont des choses. Vous avez tous les droits, monsieur. Aussi Vous êtes défenseur des droits, je ne peux pas m'opposer à vous. Alors, ce sont des choses très concrètes. Je pense que le droit et les droits. Je veux en prendre un seul exemple parce qu'il est assez récent. C'est le travail que nous avons fait avec les associations pour établir et publier à la fin de l'année dernière le guide de l'aménagement raisonnable pour les personnes en situation de handicap dans l'emploi. Hein. C'est un document tout à fait exhaustif qui en fait s'adresse aux chefs d'entreprise, s'adresse à la fonction publique, au service public, s'adresse naturellement à tous les intéressés. Cet aménagement raisonnable, qui est un principe des conventions, un principe des directives européennes, qui est inscrit en partie, seulement en partie, dans nos lois sur les discriminations, soit mis en œuvre. Ça, c'est vraiment de la réalité. Ce sont des obligations qu'il faut absolument respecter, l'aménagement raisonnable. Et à ce moment-là, on fera des choses pour le travail des personnes handicapées bien plus efficaces. C'est là où le droit est un levier formidable. Merci. Marielle Monchamp, vous l'avez reconnu, vient d'arriver sur scène. Bonjour madame, ex-secrétaire d'État aux personnes handicapées. Vous avez porté, entre autres, la loi de février 2005. Vous êtes aussi aujourd'hui, on l'a dit, présidente de la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Bienvenue d'abord. Merci beaucoup. Ça a été un peu compliqué, j'ai l'impression. Un petit peu, mais on a tout oublié. Voilà, je suis là, j'ai réussi. Bon, écoutez, moi, j'avais envie. Donc, on a déjà abordé avec messieurs Toubon et d'Outre-Ligne un certain nombre de thématiques, et notamment les questions d'accessibilité et du logement avec la loi Elan, l'article 18. C'était pourtant un point important de la loi de 2005 que vous avez porté. Avec cet article de la loi 18, ce que messieurs d'Outre-Ligne et Toubon estiment être un recul, est-ce que vous avez le sentiment que l'esprit de la loi de 2005 est un peu oublié ? Eh bien, c'est vrai que quand on regarde les signes que nous renvoie en particulier cet article 18, je ne peux pas vous dire que je reconnaisse l'élan que le législateur a voulu donner au texte de 2005. Je me demande ce qu'il aurait fallu mettre dans ce texte et comment il aurait fallu que nous nous organisions collectivement pour que la société française tout entière et le législateur à chaque époque comprennent qu'on n'est pas là dans une logique d'option et qu'on n'est pas là dans une logique de configuration de la réponse, qu'on est là sur un socle qui fonde tout simplement notre vivre ensemble et notre capacité à exprimer, quel qu'on soit, où qu'on soit, notre pleine citoyenneté. Et à la question que vous posez, je ne vais pas vous dire, ben non, on va regarder ailleurs, on va faire semblant. Non, je crois que pour reprendre une phrase qu'un président de la République avait un jour prononcée, la maison commence à brûler, c'est peut-être un peu fort, mais ça sent le roussi. Essayons de ne pas regarder ailleurs. Voilà ce que je pense. Est-ce que ça veut dire que l'accessibilité... Est-ce que ça veut dire que l'accessibilité universelle est en train de devenir un peu décorative en ce moment, vous trouvez ? Déjà, si elle était, j'ai envie de dire, si elle était décorative, on pourrait dire qu'on la prend en compte. J'ai l'impression qu'il y a un malentendu dans cette histoire. J'ai l'impression qu'on feindrait de penser qu'il s'agit d'une approche catégorielle où un certain nombre de personnes voudraient protéger leurs intérêts contre d'autres personnes dont les intérêts seraient contraires et qui ferait que, armés de lobby, ces autres dont l'intérêt serait contraire s'organiseraient pour dire non. Ça n'est pas du tout l'esprit de la loi. Et ça n'est pas du tout ce que je pense notre société doit organiser pour son avenir. Et je le dis à cette tribune, à côté de Patrick d'Outre-Ligne, dont je connais les combats, et à côté de Jacques Toubon, dont je lis évidemment comme un point de réassurance les constats sur les fractures de notre société française. La vérité, c'est que c'est le combat de tous.
À la CNSA, on s'occupe des personnes en situation de handicap, mais on s'occupe aussi des personnes âgées. Et comment imaginer demain aborder la fameuse loi d'orientation que le président de la République appelle de ses voeux sur la question du grand âge, si on ne résout pas l'équation de savoir comment la personne peut rester chez elle. Et comment la personne peut-elle rester chez elle si le chez elle n'est pas accessible. Alors, messieurs Toubon et Dutrelille l'ont dit avant votre arrivée, Madame Monchamp, mais je sais que vous partagez ce sentiment pour avoir eu un échange avec vous en préparation de cette table ronde. On est, en ce moment, semble-t-il, assez incapable de garantir les droits réels des personnes. Quand on voit le taux de chômage, l'accès aux soins, pourquoi, à votre avis? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que ça coûte un pognon de dingue? Ou est-ce que c'est pour d'autres raisons? Quelle est votre interprétation? Je ne vais pas sur ce terrain-là. Je pense que la question des droits réels, c'est une question qui touche toute la société. Et je pense que tous nos concitoyens peuvent tous, à leur place, quelle que soit leur situation, se dire que si demain, ils doivent être confrontés à l'accès aux droits, ils ne sont pas tout à fait certains que cet accès sera effectif. Et c'est ça le problème de la société française. Et c'est ce qui fabrique ce sentiment de violence sociale, et j'oserais dire, pour reprendre là aussi les termes du président de la République, d'assignation à résidence, ce qui n'est pas notre conception du pacte républicain et de la République. C'est la raison pour laquelle, sur cette question de droit théorique et droit réel, je pense qu'il va falloir se retrousser les manches. Et il va falloir aller dans la fabrique du droit commun pour essayer de comprendre par quel effet de détournement, on peut en arriver à annoncer à grand renfort d'optimisme républicain des choses dont on constatera après qu'elles ont été distordues. Moi, je vois un certain nombre de malfaçons, si vous me permettez. Je ne veux pas être longue, mais je vais les évoquer. D'abord, c'est le fait que quand on fabrique le droit, on vise une espèce de citoyen standard qui n'existe pas, qui est fantasmatique, dont on pourrait faire le portrait robot, mais il est clair que ce citoyen-là, qu'on moyenne, et auquel on pense vaguement quand on écrit la loi, il passe totalement à côté, j'ai envie de dire, des écrans radars, de ce que par ailleurs on met dans la loi. Ce qui fait qu'ensuite, quand on applique la loi, il y a un décalage et il y a un déni d'accès. Ça, c'est le premier point. Demandons-nous comment nous fabriquons la loi. Et pour fabriquer la loi, en prenant en compte le citoyen tel qu'il est, dans la situation qui est la sienne, là où il habite, il faut évidemment inviter les parties prenantes à coproduire la loi. Je ne connais pas de loi vertueuse qui soit fabriquée en chambre, dans des bureaux fermés, dans des cénacles techniques. Il faut que les parties prenantes, c'est-à-dire les personnes elles-mêmes et les représentants des personnes elles-mêmes, participent à l'élaboration de la loi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut jamais désarmer l'ambition politique dans notre société. Et je le dis à notre ministre, à Sophie Cluzel, qui se bat pour faire passer cette idée d'inclusivité. C'est un combat difficile, c'est un combat âpre. Chaque fois que le politique lâche l'affaire, d'excellentes raisons techniques, techniciennes ou technoïdes viennent détourner l'esprit de nos textes. Je crois qu'on peut le voir sur la question du droit à compensation. Je crois qu'on peut le voir quand on sait que nos concitoyens préfèrent rester à la CTP que d'aller vers la prestation de compensation, tout simplement parce que la première prestation répond beaucoup mieux à leurs besoins réels. Et donc, il faut que nous interrogions nos propres mécanismes de production, non seulement des lois, mais aussi de l'ensemble des textes d'application avec les personnes. À la CNSA, avec le Conseil, qui réunit toutes les parties prenantes, nous essayons de toutes nos forces de veiller à ce que l'expression directe des parties prenantes soit effective. Merci. Oui, bien sûr, allez-y. Un petit mot. Non, Et puis on arrive vers la fin de notre table ronde. Absolument. Non, mais comme toujours, j'ai beaucoup apprécié Madame Monchamp, mais je rajouterai une chose, si vous en êtes d'accord.
c'est qu'on s'assure de l'application des lois et qu'on sanctionne quand la loi n'est pas respectée. Parce que sinon, ce n'est pas des vraies lois. Bien sûr. Un tout dernier mot, Monsieur Touvon? Vous avez envie de réagir à ce que disait Madame Monchamp? Non, je pense que ce qui concerne la loi, que elle a une vertu, c'est clair, et on sait tous les combats menés pendant quelquefois des décennies pour aboutir à voter une loi, à changer une loi, bien entendu. Mais les gens, les 68 millions de personnes qui vivent en France, ne vivent pas des lois. Ils vivent de l'effectivité des droits que les lois leur confèrent. Et la première d'entre elles, c'est celle que j'ai dite tout à l'heure, c'est l'égalité devant les droits. Et donc, Marianne a tout à fait raison, et je pense que c'est ça, au total, le combat qu'on doit tous mener, où on a été institué par la Constitution pour ça, pour l'effectivité des droits. On essaye, avec nos petits moyens, d'y contribuer. Mais la justice est là pour ça aussi. Et je pense que institutionnels, pas ceux de l'application de la loi du 11 février 2005, doivent être adaptés pour faire, je l'ai dit tout à l'heure, sur l'inégalité territoriale, et je peux le dire, comme l'a dit Marianne, sur la PCH, etc., il y a incontestablement un travail très important à faire pour aller vers l'effectivité. Tout le travail que nous faisons, nous, et je dirais tout le travail que nous devons faire, c'est toujours deux colonnes. Une première colonne, ce qu'on a écrit, et une deuxième colonne, qu'est-ce que donne la situation telle qu'on la constate. Entre les deux, c'est clair qu'il y a toujours une très grande différence. La première colonne est très haute, et la deuxième est beaucoup plus petite. Le travail, c'est de faire en sorte d'introduire entre les deux des vases communicants qui fassent que la colonne de l'effectivité devienne aussi haute que la colonne de la proclamation. Merci. Merci beaucoup, messieurs, madame. J'aurais plutôt dû dire d'ailleurs madame, messieurs. Je vais vous inviter, si vous le voulez bien, à regagner la salle pour continuer d'assister à la suite des débats. Merci beaucoup à vous pour votre engagement, votre clarté, votre volonté, votre énergie. Je crois que tout le monde, et d'ailleurs les applaudissements vous le disent, et vont vous le redire encore, tout le monde a entendu votre volonté de faire que les droits ne soient pas seulement sur le papier, mais dans les faits. Merci, madame, messieurs.